Merci aux deux structures organisatrices de m'avoir donné l'occasion de parler ici aujourd'hui. Même si ce n'est pas ma voix, j'espère que ce sera mon cerveau qui va alimenter ma voix normale. La présentation. Donc le titre, j'ai essayé de garder les mots-clés du séminaire, tout en injectant l'autre façon de faire métaphore autour du diagnostic, pour glisser dans la discussion ce qu'on appelle la santé commune. Alors, la santé commune, c'est un développement d'un terme anglais qui s'est installé depuis 2015 au niveau de ce que l'Organisation mondiale de la santé appelle la santé globale, donc ça ne concerne que la santé des individus et des populations. Mais lorsqu'on intègre l'environnement dans la question, ils appellent ça planetary health. On s'est dit que la formule santé planétaire n'est pas assez finement explicite. Et donc, pour l'instant, on joue avec la santé commune. Et je vais expliquer dans quelles conditions, dans le cadre de l'Institut Michel Serres, qui est un institut qui a maintenant 6 ans, qui s'est concentré sur 2 dimensions, à première vue, pas nécessairement complémentaires, qui sont celles des ressources, toutes ressources confondues, et des biens publics, voire des communs. Sous-entendu que dans cette façon de voir les choses, on table sur une alliance extrêmement lucrative, si je peux le présenter comme ça, entre les sciences naturelles et le droit. Donc on a découvert les vertus d'un dialogue que les sciences nat ont intérêt à porter avec les études juridiques, à travers lesquelles on pense pouvoir mieux comprendre ce qui se fait dans les politiques publiques territoriales. Donc la cible, in fine, c'est des territoires, mais on voudrait les regarder avec cette double focale qui est celle des sciences naturelles et du droit. Alors, quand on dit sciences naturelles et droit, évidemment, on est encore assez restrictif dans la façon de les appeler parce que, vous allez voir, il y a de l'économie derrière, il y a du politique tout le temps, etc. Donc, l'enjeu, lorsqu'on présente cette alliance-là de cette façon-là, c'est de voir si le concept santé commune peut passer. Donc, c'est une hypothèse, c'est une façon de travailler dans laquelle, dans la santé commune, on veut absolument ne pas faire de distinction, donc les lier systématiquement entre la santé des personnes, telle que considérée par la définition de l'OMS, des sociétés, donc une sorte de santé sociétale, cohésion sociale et tout ce que vous voulez associer à ça, et puis la santé des écosystèmes. Depuis 2009, la notion de santé des écosystèmes est inscrite dans les mots-clés qui circulent dans la littérature. Alors, Michel Serres, dans tout ça, il est quand même là avec son contrat naturel, œuvre qui sera rééditée encore cette année-ci, dans le sens où, par le contrat naturel, et je suis extrêmement télégraphique, on essaie d'imaginer que notre rapport à la nature se fasse d'une manière plutôt symbiotique, et pas en tant que grand prédateur dont on sait le résultat que cela a apporté. Pour revenir dans des considérations plus restreintes en termes de pourquoi on veut faire cette démarche-là, c'est qu'un des éléments qui nous a frappé, c'est que la croissance économique, notamment, la sociale aussi, mais ce n'est pas aussi systématique que ça. Mais la croissance socio-économique est surtout associée avec une décroissance écologique. On peut le tourner comme on veut, mais je pense que le constat est celui-là. Et donc, il s'agissait pour nous de préparer les territoires pour penser les effets du global localement. Je prends des exemples. Certes, on ne peut pas ramener... si on ne fait pas ça, on ne peut peut-être pas comprendre pourquoi se joue un certain nombre de problèmes au niveau international.
Et si je vous sors du chapeau quelques exemples, c'est qu'un terrien sur deux travaille pour ou par l'agriculture, que 3/5 de ces gens-là ne mangent pas leur faim, et je peux allonger la liste. Que 40% à la louche de la terre ferme, c'est quand même des terres qui sont employées pour faire l'agriculture, ainsi de suite. Alors, pourquoi ce questionnement-là? Et ça, c'est une sorte de charade, caricature, dessin amusant, dans laquelle on demande de résoudre le problème qui est celui-là, de la thermodynamique telle qu'elle est posée lorsque on exploite les ressources telles qu'on le fait actuellement. Il y a deux cycles. Celui-là à gauche, c'est le cycle des systèmes biologiques de la biosphère, et à droite, c'est la façon dont les activités humaines impactent sur la même base biosphérique à partir de laquelle nous avons tous les avantages et la capacité de rester en vie actuellement. Or, ce schéma-là nous montre une chose assez simple, donc je vais être très réducteur, mais j'espère que le message va passer comme ça. Donc vous avez ici le sablier, c'est un peu le logo de l'Institut Michel Serres, mais à l'intérieur, on a mis du sable et puis des choses qui empêchent le sable de s'écouler proprement, notamment certaines activités humaines, qui font que si le plafond de tout ce que la biosphère est capable de nous apporter est le taux de photosynthèse, le taux effectif de photosynthèse. Quel est le taux effectif de photosynthèse? 2%, et encore sur papier, parce qu'on ne tient pas compte d'ombrage, des étages, etc. Or, si c'est lui qui commande tout ce qui se déroule par la suite, chaîne alimentaire, efficacité énergétique de ceci et cela, ça veut dire que ces 2% représentent peut-être aussi pour nous, et ça c'est une autre hypothèse autour de laquelle on aime bien travailler, que c'est peut-être aussi un seuil qu'il faut imposer aux activités humaines. Or, les profits des sociétés multinationales aujourd'hui tournent à 2 chiffres. Donc il y a là peut-être quelque chose à imaginer, à structurer intellectuellement pour savoir si c'est tenable, pour combien de temps, et si on n'a pas intérêt à faire les simulations qu'il faut pour savoir comment des sociétés humaines peuvent tourner avec un plafond à 2% pour tout ce qui est un impact sur l'environnement dans lequel nos activités se déroulent. Peut-on transgresser systématiquement le plafond que la nature mère s'est imposé, pour des raisons que je peux vous expliquer, mais il n'y a pas de place ici, et revenir sur une formule que j'ai travestie et qui circule chez les biologistes et qui dit « Nothing makes sense in biology unless in the light of evolution ». On peut dire, par rapport aux besoins du débat aujourd'hui, « Nothing makes sense in the systems », le naturel et l'artificiel, « unless in the light of resources ». Donc c'est un peu l'objet d'étude que l'Institut s'est donné. Alors le chantier dans lequel nous sommes est le suivant. On essaie de construire une démarche qui part de la santé commune, donc de personnes, sociétés, écosystèmes réunis, rentrer dans la problématique par les questions d'alimentation et agriculture, et voir si dans cette configuration-là, on peut imaginer des transitions socio-écosystémiques qui sont tenables parce qu'intégrées. D'une certaine manière, en présentant les choses comme ça, je pense qu'on est dans une posture par laquelle on veut se réapproprier politiquement les territoires. Je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on fait pour aller dans ce sens. Alors, il se peut que le côté télégraphique de ma présentation aujourd'hui hérisse un certain nombre de consciences et de disciplines autour de ces tables-là, mais je peux vous rassurer qu'on est dans une démarche extrêmement modeste et tempérée à peu près à tous les niveaux d'intervention que vous allez voir ici. Alors, on part de l'idée que tant et au-delà du fait que le plafond de 2% de photosynthèse est là pour nous guider, c'est que pour
rentrer par la bonne porte dans les questions du dumping social qui est autour de nous en permanence, c'est qu'il s'agit probablement de réfléchir en termes qui nous permettent de faire un ajustement des besoins vitaux des populations avec les ressources accessibles. C'est-à-dire, on parle ici de ce qu'en écologie, on dénomme capacité de charge, démographie, mode et style de vie. Je pense qu'il n'y a plus de place, plus le temps de ne pas intégrer intellectuellement ces notions-là, même si après on peut arriver à des résultats et des conclusions différentes, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Deuxième palier de difficulté que nous voyons de notre côté, c'est que le carburant idéologique et plus de notre époque, c'est compétition, compétitivité, opportunité. Je pense qu'il faut réfléchir très sérieusement ce que ces termes-là, compétition, notamment concurrence, représentent dans les systèmes naturels. Et là, il y a beaucoup de marge d'arrangement dans ces systèmes-là, et la façon dont nous les employons aujourd'hui pour faire du dumping social et environnemental. Notamment pour pouvoir se pencher sur les particularités des territoires et arriver, à la fin de la journée, à réfléchir en termes de coûts sociaux, écologiques réels. Réels. Combien ça coûte pour fabriquer dans telle région un litre de lait? On ne peut pas le mettre en concurrence avec n'importe qui, etc. Ensuite, les outils que nous développons permettraient, à assez brève échéance, de faire des diagnostics, en tout cas des évaluations, des analyses en temps quasi réel. Images satellitaires, intermédiation numérique, tout ça permet de se poser la question quels vont être les effets de ce temps quasi réel sur les politiques, les économiques, les risques à envisager, etc. Donc, en quelques mots, pourquoi on a choisi l'alimentation et l'agriculture comme étant les clés d'entrée dans cette problématique? Je ne dis pas qu'il n'y a que ça à faire, mais... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 9-12 seuils planétaires. C'est des concepts extrêmement puissants et à la mode dans nos disciplines et chez les politiques, y compris aux Nations Unies, dans lequel, dans le camembert que vous voyez là, vous avez une douzaine de variables autour duquel on pense qu'il ne faut pas dépasser des seuils identifiés et quantifiés. Certains bien, d'autres moins. Alors, pour faire simple, cette douzaine-là, nous, on l'a réfléchi autrement et on l'a rationalisé de telle sorte que ce camembert a une dizaine de parts, on peut en fait le couper en deux. À gauche, c'est le dérèglement agricole, agronomique, parce que c'est la question de la diversité fonctionnelle des écosystèmes et ce qui va avec, le fait qu'on a changé les systèmes d'utilisation des terres. Je ne sais pas si vous imaginez, mais l'agriculture, depuis qu'elle a commencé, c'est l'opération de géo-ingénierie que l'espèce humaine a produit à une échelle qui ne sera jamais dépassée par autre chose. L'agriculture est une opération qui a changé profondément la façon dont ces écosystèmes fonctionnent. Et elle est à une échelle qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire, ni pyramide, ni ce que vous voulez. À droite du camembert, vous trouvez quelque chose qui n'a pas été pointé parce qu'on discute souvent changement climatique, mais c'est en fait le dérèglement chimique. Toutes les pollutions qu'on cumule et qu'il faut traiter à part entière. Donc moi, je ne vais m'occuper que le dérèglement agronomique dans ce qui suit, et ça va être assez rapide maintenant. C'est dire, bon, quelles sont les forces motrices de l'agriculture en termes de force de production? Il y en a trois, à travers laquelle on crée cette dette écologique dont je vous parlais tout à l'heure. Les sols, les eaux et les biomasses. Il y a une relation qu'il ne faut absolument pas séparer entre les trois composantes. Alors, en parenthèse, à côté de chacune de ces ressources, vous avez le taux d'appropriation par les activités humaines. 38%, 35, 38, 40 des sols sont appropriés par les activités humaines, la moitié de l'eau, etc. Et la biomasse, on s'approprie. Alors, si on regarde l'analyse des risques, puisque ici, avant qu'un système s'effondre, on peut parler de risques lents, insidieux. Donc, c'est des choses qui fonctionnent en sigmoïde. Tout un temps, ça a l'air linéaire, et puis à un moment donné, ça bascule. Alors, quand des analystes économistes font l'état des lieux pour savoir quels sont les risques autour de ces trois capitaux,
on voit que, de l'agriculture, on voit que ressources en eau, droit à l'eau, régulation gaz à effet, régulation utilisation des sols, ça revient systématiquement en pole position. Donc, il faut qu'on réfléchisse pour ces ressources qui sont régénérables, certes, mais elles sont épuisables, elles sont intéressantes, non substituables et non délocalisables, grosso modo. Donc, la santé du capital naturel, il faut tenter de la mesurer. Nous, on le fait avec, et je prie d'excuser la qualité de ces images, 0 minute, ah, je ne prends pas. La qualité de ces images, je me suis trompé de diapo et donc je n'ai pas les bonnes, mais le code couleur vous donne une idée de ce qu'on est en train de faire sur le bassin versant du Rhône, la partie française. Il y a la partie suisse, ici, là, le petit intrant que vous voyez, c'est le lac de Genève. Là. Alors, le code couleur vous donne, pour le tableau à gauche, il vous donne une idée de l'état de la qualité écologique des eaux dans le bassin. Ce que vous voyez en rouge, c'est le long du Mâconnais, de la Saône, et puis on voit bien par où passe le Rhône, ici, un peu moins sur la Drôme. Et donc ce code couleur nous montre quel est le degré de dégradation des eaux dans le bassin. À droite, vous avez un indicateur écosystémique beaucoup plus intégré. C'est le potentiel de paysage écologique. Et il colle assez bien avec ce qu'on a observé sur la qualité des eaux, puisque la partie la moins potentielle, qui a le potentiel le plus faible, c'est encore une fois celle qui correspond à des eaux de qualité dégradée. Donc on peut faire la même chose sur les variables socio-économiques, et on pourra l'appliquer à toutes les échelles, de telle sorte que lorsqu'on utilise un instrument de ce type-là, il n'y a pas des gens qui puissent, des territoires ou des activités qui puissent se soustraire. Il faut qu'on utilise des instruments comparables, je ne dis pas que celui-là, mais qu'on puisse l'appliquer à tout le monde pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire possible. Donc, ce schéma, c'est juste pour vous signaler que lorsque on prend le capital que la nature nous donne, ou le patrimoine, je préfère ça, ou le capital social et humain qui est impliqué dans ces activités, la question est lequel de ces deux-là est le plus vulnérable? Sans faire un grand discours, et en prenant un peu de risque, je prétends, et je pense que c'est la troisième hypothèse autour de laquelle, c'est que la vulnérabilité des systèmes sociaux est beaucoup plus grande que celle des systèmes naturels. Un désert est encore un écosystème. Il n'est pas nécessairement une société parfaitement organisée. Donc, il faut passer du temps à gérer ce type de système social avec ces vulnérabilités-là. Et donc, ça, c'est un peu la théorie. Alors, on a passé au crible un certain nombre de ces idées dans un séminaire qui s'est déroulé fin mars à Lyon, qui s'appelait « Complexité territoriale, enjeux numériques et juridiques ». Donc, cette alliance-là a bien fait objet d'une attention particulière. Vous trouvez, j'ai mis tous les documents en ligne sur le site qui est indiqué là. Vous avez les conclusions, les recommandations, des documents intermédiaires de travail. Et l'idée, c'était de définir, et avec ça j'ai quasiment fini, c'est de définir pour les actions qui se dessinent des principes, je dirais, juridiques, réglementaires, aussi simples et universels que possible. Je vais vous montrer la liste. Pour que la gouvernance puisse s'exercer en s'adaptant aux particularités des territoires. Les Nations Unies, avec 17 objectifs de développement durable, 250 thèmes impossibles à gérer. On veut faire exactement le contraire. Quelques principes très simples dans lesquels les territoires adaptent ce qui, pour eux, c'est un peu ce qui a été discuté ici aujourd'hui. Donc, pour la gouvernance, je pense qu'on se dirige, numérique aidant, vers une gouvernance à l'ancienne, donc verticale, qui devrait négocier sa façon de faire avec une gouvernance plus horizontale qui s'installe avec le numérique, mais qu'il faut apporter à l'échelle des territoires. Les indicateurs, on a mis sur le site des analyses qu'on avait faites sur les indicateurs pour la santé des individus, des sociétés et des écosystèmes, c'est un peu ce que vous avez fait en Nord-Pas-de-Calais, avec le fait qu'il y a inflation d'indicateurs et que ces indicateurs ne reflètent pas
la deuxième composante de la gouvernance, celle qui est horizontale. S'il faut ramener là-bas des indicateurs, c'est des indicateurs qui devraient traiter du fait qu'on a rempli ou non le contrat qui a engagé les acteurs qui se sont mis d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Donc, ces outils-là, à mon avis, ils répondent à quelque chose qui serait de l'ordre d'instruments post- ou je voulais dire, PIB. Parce qu'on peut venir avec ça pour décorer. Et donc ici, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a les principes qui devraient guider le politique, et puis la narrative, la métaphore de la santé commune. Et qu'en mettant en regard et en croisant ces 2 fois 3 éléments, on devrait arriver à un système qui me semble assez raisonnable, intéressant pour se pencher et le tester sur les territoires. On a fait une petite publi là-dessus avec la doctrine de la ressource qui s'appelle Framing Planetary Health, Arguing for Resource Center Science. Ce que je vais vous montrer ici, c'est où est-ce qu'on teste nos idées, nos hypothèses. Mais sur l'écotopie, sur l'utopie de la biovallée. Vous savez où c'est? Vous voyez la biovallée, la vallée de la Drôme? Donc c'est un territoire où il n'y a pas grande ville, dit peut-être, et qui s'organise depuis les années 2000 à sa manière. Aujourd'hui, avec la réflexion qui a eu lieu pendant cette petite vingtaine d'années, c'est un territoire école, la vallée du vivant. Il cible la résilience socio-écosystémique. Ils veulent une biovallée par tous, donc gouvernance inclusive participative. Ils vont un pays où du paysage, on pense pays sage, et dans lequel l'aménagement du territoire est pensé comme un ménagement du territoire. Donc, voilà en quelques mots à quoi engage un peu notre démarche, où système juridique, système lié à sciences nat étalées vers l'économie et autres capacités d'analyse et de diagnostic, nous apporter jusque-là. Merci. Désolé d'avoir abusé de votre sympathique collaboration. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et nous avons 10 minutes, en fait, pour le débat. Et si vous avez des questions, on peut... Allez-y. Oui, j'aurais une première question par rapport aux indicateurs que vous mettez en place. Moi, je vois vraiment un réel intérêt à créer des indicateurs pour justement comparer avec les modèles comparer la dégradation écologique par rapport au modèle de développement et quel modèle de développement est le plus dégradant. Mais est-ce que vous avez des vigilances qui sont mises en place pour éviter que ce soit instrumentalisé sous le format biobanque ou tickets environnementaux comme ça se fait aux États-Unis, où finalement ça a été montré que c'était juste écologiquement destructeur parce qu'on était sur un principe d'équivalence entre des zones humides qui sont à des dizaines de kilomètres, alors que pour les sociétés humaines, telle zone humide, c'est pas telle autre. Donc voilà, du coup, c'est cette question-là. C'est non substituable. Mais comment vous appliquez ce principe de non-substitution dans la création de vos indicateurs, en fait? C'est-à-dire qu'on essaie avec les territoires avec lesquels, dans l'occurrence BioVallée, de rentrer dans ce schéma-là, où on veut que tous ces trois-là, plus les trois d'à côté, soient respectés en même temps. Et on applique là-dessus, en tout cas pour la partie qui quantifie l'état de santé de l'environnement, c'est ce que je vous ai montré avec les vilaines cartes d'ici, c'est de faire ce que nous on appelle à ce stade-ci la comptabilité du capital naturel. Alors, on n'aime pas nécessairement ces terminologies-là, notamment capital naturel, mais on a pris le pari de parler aux politiques, aux dominants économiques, avec le même langage, avec la même terminologie, avec les mêmes instruments. Parce que comptabilité environnementale, ça veut dire qu'il y a le PIB et du coup, chaque année, on va lui apporter le complément du produit écosystémique, brut, net, ce qu'on veut. Une fois, disposer de l'outil, c'est déjà un exploit parce que, je ne vous cache pas, on a passé plus de temps qu'on pensait là où on n'était pas, où naïvement on pensait que ça irait tout seul.
où sont les données, quel est l'état dans lequel se trouvent les données, quelle a été la question qui était posée quand on a commencé à produire ces données, etc. Et à partir de ce moment-là, il faut quasi systématiquement tout recommencer. Les prendre, les nettoyer, les bichonner et après les injecter dans les tables comptables. L'avantage de la comptabilité, c'est qu'elle se fait une fois par an, minimum. En tout cas, quand on discute écosystème, avec les images satellitaires, on peut faire des bilans tous les mois, tous les 2 mois, on a la marge. C'est sans doute pas nécessaire parce que ça nécessite des puissances de calcul assez monstrueuses, mais avoir des bilans pour la zone tempérée par saison, c'est quelque chose qui me semble raisonnable. Et donc, cette comptabilité, même si elle n'échappe pas au constat, si on fait de la comptabilité, c'est qu'il y a une question derrière, il y a une finalité, mais je pense que c'est la plus complète aujourd'hui. C'est une méthodologie qui a été imaginée à l'Agence européenne de l'environnement. Et aujourd'hui, on construit le prototype. Donc, je pense qu'on n'est pas mauvais. Alors, pourquoi il faut le faire et pourquoi il faut le faire dans le service public? Je ne sais pas si vous avez regardé le paysage autour de nous, mais on est en situation où il y a inflation d'indicateurs et de méthodologies qui sont censés décorer ou accompagner le PIB. De l'empreinte écologique, vous arrivez après au service écosystémique et à d'autres batteries d'indicateurs. Nous, dans ce que vous voyez ici, il n'y a pas de bilan spécifique pour des services écosystémiques parce qu'on pense que ce n'est pas faisable. Les services écosystémiques, ce n'est pas saucissonné. Il n'y a pas un truc qui fait que purifier l'eau et l'autre qui fabrique du sol. Donc, on essaie d'avoir une vue plus large que les écosystèmes et leurs services ou leurs fonctions en travaillant à l'échelle du paysage. Ça, quand on regarde ce qui a été fait à l'INRA sur la dégradation de l'érosion de la biodiversité, on voit bien que travailler au niveau de la parcelle, pas intéressant, travailler au niveau du paysage, ça paye. Parce qu'il y a une corrélation entre la perte de diversité et la perte de diversité ou fragmentation des paysages. Et donc, on ne veut pas se laisser imposer, parce que c'est comme ça que ça va se passer, une validation académique par des pairs, par la publication dans des revues, ce qu'on est en train de faire, ne se passera pas pour l'empreinte écologique, ne se passera pas pour les services écosystémiques, en tout cas tels qu'ils sont construits au niveau du Joint Research Center de l'Union européenne. Donc, on va se trouver avec des dictats qui vont dire « remplissez les tableaux, après on va vous peser ». Ça peut être mortel. Donc, je pense qu'on veut, à l'intérieur du système public de recherche, avoir des compétences qui peuvent, à un moment donné, dire « ça, c'est faisable, ça, c'est pas sérieux, etc. » Et ne pas se laisser imposer des instruments qui n'ont pas passé le crible de l'évaluation scientifique et le test du territoire. Et du coup, juste pour compléter, quelle est la position de l'Agence européenne de l'environnement sur la financiarisation de l'écologie? Parce que vous dites que c'est... Si on lit en tout cas, si la démarche française est celle qui a toutes les chances de l'emporter intellectuellement, pas nécessairement sur les marchés qui sont là dehors, mais Jean Gadret, Aurore Laluc, ils ont sorti des bouquins, pourquoi donner un prix à la nature et tout ça. Je pense que la réponse est assez évidente. Il faut pas monétariser. Or, le système américain des services fédéraux qui part sur l'évaluation des services écosystémiques, ils veulent les monétariser. Oui, mais à mon avis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, on ne peut pas mesurer, et là je suis assez terrifié par l'idée qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais personne ne sait mesurer proprement la biodiversité. Or, dans la biodiversité, on a y compris la diversité des paysages. Mais les gens pensent combien d'oiseaux, combien d'insectes, si possible dans les espèces emblématiques, on perd ou on gagne. Il ne faut pas penser comme ça, on ne peut pas penser comme ça. Donc, et c'est pour ça, on est, si vous voulez, on est aujourd'hui cadenassé par les discussions autour du changement climatique. Je ne dis pas qu'il n'est pas là et qu'il ne fait pas de dégâts, mais si mon raisonnement est bon,
le dérèglement chimique est là depuis plus longtemps et il est une des causes majeures du changement climatique. Or, donc, notre cible, avec les peu de moyens que nous avons, il faut s'attaquer au dérèglement chimique pour penser dérèglement climatique. Pareil, pour ces choses-là, au lieu de passer du temps à essayer de comprendre combien ça coûte un hectare de forêt en service écosystémique, puisque c'est le seul où on a pu calculer, ou combien ça coûte la pollinisation, parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Il faut avoir des analyses et des diagnostics, si vous voulez, qui nous donnent la dynamique des phénomènes. Ça s'améliore ou ça se dégrade? Ou c'est semblable? Et c'est équivalent à ce qui se passait il y a quelques années. La plupart des analyses qu'on vient de faire sur le bassin du Rhône montrent qu'on ne s'améliore pas. Donc, il y a urgence. Est-ce que... Je me demandais si vous étiez intéressé ou impliqué dans l'élaboration d'outils type plan alimentaire territorial qui, justement, me semble croiser un peu toutes les entrées qui vous intéressent dans l'Institut, alimentation, agriculture, avec une application territoriale. Alors, lors du... Ça me permet de distiller 2-3 diapos là. Dans le séminaire qu'on a organisé fin mars à Lyon, complexité territoriale, on a utilisé quelques ressources incontournables. Je vous signale que le rapprochement entre les systèmes de l'alimentation et de la production agricole se retrouve, en tout cas dans la terminologie anglaise, c'est stabilisé, ça s'appelle food systems. Donc ça va du champ de la fourche à la fourchette. Alors nous, on a inversé la démarche puisqu'on réfléchit avec les juristes, dont je pense que du bien. Il y a des juristes plombiers, mais il y a des juristes philosophes, plombiers pour aider le capitaliste triomphant, qui pensent qu'il est mieux de vendre l'histoire des systèmes alimentaires en partant de la fourchette à la fourche. Parce qu'il y a plus de mangeurs que de producteurs, en tout cas dans notre monde. Et donc, ce qu'on avait fait, alors, c'est intéressant, en 2017, un groupe interministériel dans ce ministère de l'écologie, c'est parti d'ici, ils ont fait un plan ressources pour la France. Quelles étaient les premières ressources sur lesquelles ils ont travaillé? Sol, biomasse et eau implicitement. Donc, ces choses-là sont dans l'air. Alors, il y a toute une démarche de l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour l'alimentation, Olivier de Schutter, vive la Belgique, qui a mis sur pied une démarche qui s'appelle IPES Food, avec des actions qui se sont déroulées la semaine dernière à Bruxelles, où, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que la politique agricole commune devienne une politique alimentaire et agricole commune. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on a fait pour l'atelier, pour le séminaire de Lyon, c'est de chercher une trentaine de structures, organisations et programmes au niveau global, au niveau européen, au niveau national et des centres de recherche qui macèrent ce genre de problématiques. On a identifié à peu près une centaine de mots-clés et on a regardé l'occurrence autour d'une douzaine de thèmes qu'on a séparés en thèmes plutôt de la fourche à la fourchette ou de la fourchette à la fourche. Ça donnait ça. On ne va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, ce que ça dit, c'est que pour la fourche à la fourchette, c'est-à-dire à l'agriculture grosso modo, l'occurrence des mots les plus fréquemment, des mots-clés les plus fréquemment, c'est écosystème, évaluation environnementale, gouvernance territoriale, échelle, formation, etc. J'ai mis à part le triangle fétiche qui me passionne, sol, eau, biomasse, il est dans le collimateur de beaucoup de monde. Mais la thématique qui a réuni le plus de mots-clés partagés, c'est cohérence socio-écologique, démarche systémique dans les transitions. 18 sur la centaine, donc un cinquième quasiment des mots-clés. Dans la dimension plutôt juridique, qui est celle des systèmes de valeurs, des normes, du numérique,
Donc quand on part de la fourchette à la fourche, on voit bien que se dessine à l'intérieur démocratie et souveraineté et autonomie alimentaire, service public, donc l'alimentation comme service public. Pourquoi l'éducation est service public? Pourquoi la santé est service public? Et pourquoi pas l'alimentation? Puisque une bonne partie de notre santé, si pas l'essentiel de notre santé, et de la force de travail qu'on a, tient à ce que l'on mange. Tout aussi important, c'est encore une fois, du point de vue juridique, environnement, foncier et eau. Je suis assez stressé dans l'idée qu'on continue à réfléchir en termes de foncier, notamment par le foncier qui impose le marché des terres avec une logique urbaine à tout le reste, en sachant que les anciens n'étaient pas idiots, ils ont mis les villes où? Là où il y avait les terres les plus fertiles et les ressources en eau les plus accessibles. Or, on est en train de dégrader, avec une volonté indéfectible, les terres les plus fertiles dont on dispose. Et la France, je dois le dire, c'est un pays qui en possède pas mal. Donc, on est trop riche pour prêter attention à ça. Alors, il y a, juste une petite parenthèse, il y a une structure mondiale qui dérive du 3R, Reuse, Reduce, Recycle, et qui s'appelle aujourd'hui World Resources Forum. Qui pilote cette structure-là? Je vous donne dans le mille 2 pays qui sont pauvres en ressources, pas financières. La Chine et la Suisse. Donc, ce forum est capable de vous dire à n'importe quel moment qui travaille sur quelles ressources, où sont les enjeux juridiques, économiques, politiques, etc. La France aurait dû inventer le truc, mais on est trop riche pour faire ça. Donc, voilà. Après, il y a la dimension, et je pense que l'idée de l'alimentation et l'agriculture a fait son chemin. En tout cas, en France, en quelques années, on est quand même arrivé que le premier grand discours du nouveau président de la République, on peut penser ce qu'on veut, il a été sur l'agriculture. Et donc, pose la question paysanne, c'est absolument inacceptable d'avoir n'importe quelle autre catégorie socio-économique n'accepterait plus de travailler dans les conditions qu'on fait travailler nos paysans. Il faut absolument qu'on réfléchisse comment on fait. Mais ça veut dire qu'il faut penser, donner un vrai prix qui intègre les coûts socio-économiques à la nourriture qui est produite. Donc, le prix de la nourriture ne peut qu'augmenter. Après, comment on arrange politiquement que les nécessiteux, etc., ça, c'est une autre discussion. Mais on ne peut pas continuer, etc. Bon, donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu carrément à la question, mais ça m'a fait penser à ça. Après, le monde urbain, je pense qu'il faut quand même qu'on ouvre vers le hinterland et qu'on commence à frapper à la porte de ceux, même si beaucoup sont des résidents qui ont changé le centre-ville pour le hinterland. Mais la rurbanité, moi, ça m'intéresse.